En préambule, la question que tout le monde se pose et qui a été posée d'ailleurs par le président Caner ce matin en reprise des débats sur le PLFSS, c'est est-ce qu'il y a encore un pilote dans le navire budgétaire, puisqu'on a eu une interview d'Antoine Armand ce matin qui est sortie dans un journal qui était assez lunaire, on va dire, puisque le gouvernement avait présenté dans son budget initial 4 milliards de suppression d'allègement de charges. Ici, la majorité sénatoriale a resserré à 3 milliards. Et donc, on a le ministre de l'économie qui mène une charge contre ce resserrement qu'il ne estime pas suffisant. Donc, c'est assez étonnant, en tout cas, de voir les contradictions qui s'affichent aussi clairement. Mais c'est pour moi assez symbolique de l'impasse politique dans laquelle on est, dans laquelle est ce gouvernement. Puisqu'il y a deux lignes qui s'affrontent entre une droite qui veut remettre les comptes très rapidement sur une trajectoire cohérente, mais trop rapidement à notre goût, et un gouvernement qui s'accroche à son bilan, en tout cas à la façon dont ils ont mené la politique économique de ce pays depuis 7 ans, et qui ne savent pas comment vraiment s'en sortir. Mais tout ceci est très inquiétant vis-à-vis des signaux qu'on envoie sur le sérieux budgétaire de notre pays. C'était déjà très inquiétant avec les différents dérapages, mais les commissions d'enquête ont bien étudié le sujet, mais sur la façon dont on avait du mal maintenant à collecter l'impôt, avec des prévisions qui dérivaient sérieusement. Et là, on voit même que sur les trajectoires budgétaires, on est dans quelque chose d'assez flou, en tout cas dans la conduite de ce budget. Donc, pour commencer, peut-être une analyse rapide de la situation de pourquoi nous en sommes là. Ce n'est ni le fruit du hasard, ni un dérapage incontrôlé. C'est évidemment la facture des 7 ans de politique d'Emmanuel Macron qu'on est en train de payer, c'est-à-dire une politique fiscale menée à crédit. C'est l'OFCE qui dit que l'explosion de la dette n'est que pour moitié la conséquence notamment du quoi qu'il en coûte. Le reste, ce sont bien les suppressions d'impôts menées depuis 7 ans, qui n'ont jamais été compensées par des mesures d'économie, qui font qu'aujourd'hui on a une trajectoire de déficit extrêmement inquiétante et qui inquiète évidemment toute la gauche et nous en particulier, puisque ce gouvernement, pour redresser la barre, décide d'hypothéquer l'avenir, notamment en revenant sur le budget de l'écologie. Je ne vais pas rappeler, mais si je vais rappeler le rabot sur le fonds vert, le rabot sur l'ADEME, sur la rénovation énergétique, sur la conversion des véhicules propres. Tout ceci fait un certain nombre de points qui tracent une droite qui est inquiétante vis-à-vis de notre avenir. Bon, on est au Sénat, donc on a aussi une hypothèque sur l'avenir de nos collectivités territoriales. On y reviendra. Avec un certain nombre de ponctions. Et bon, les débats qu'on a eus hier aux questions au gouvernement ont bien montré qu'il y avait une inquiétude très forte qui s'exprimait à la fois des départements et des collectivités locales du bloc communal. Et puis, nous rajouterons aussi une inquiétude forte vis-à-vis du budget de la recherche. On avait voté une loi de programmation il y a quelques années qui prévoyait une trajectoire pour remonter le budget de la recherche qui aujourd'hui n'est pas respectée, contrairement à d'autres lois de programmation, et il manque à peu près 2/3 de cette loi de programmation, ce qui nous inquiète fortement sur l'avenir. Ce qui est inquiétant, comme le disait Thomas, c'est qu'on a un budget qui s'inscrit, qui accélère finalement l'insincérité qu'on a pu connaître par rapport à ce qui nous était présenté par le passé. On veut nous faire croire qu'il y aurait maintenant des professionnels qui maîtriseraient les comptes de l'État, et puis il y aurait eu les amateurs d'avant. En fin de compte, quand on regarde de manière un peu précise les chiffres, on s'aperçoit que ce budget a été fait tout de même au doigt mouillé. C'est le débat qu'on a eu lorsqu'on a échangé sur le PSMT, vous savez, la projection sur 5 ans, qui est les chiffres qui ont été réadressés au niveau européen, où on s'aperçoit que pour 2025, les chiffres qui sont dans ce budget et qui ont été adressés à l'Europe, notamment sur la TICPE, je rentre par un petit bout de la lorgnette, pas très fin, mais un petit bout quand même, la TICPE, où elle est annoncée en augmentation par rapport à ce qu'on a pu connaître sur 2024. C'est assez surprenant puisqu'il y a un peu plus d'un an, on avait le Trésor qui avait effectivement établi une projection pour nous dire que la taxation sur les produits énergétiques, principalement pétroliers et gaziers, allait nous conduire vers une diminution d'ici 2030 d'à peu près 1/3 de la recette. La réponse du ministre de l'économie,
c'est oui, mais la croissance sera là. Mais si on a une augmentation au niveau de la TICPE, on devrait la retrouver sur d'autres impôts, par exemple sur l'impôt sur les sociétés. Or, on a des chiffres qui sont identiques au niveau de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que quand on regarde la cohérence des chiffres les uns avec les autres, on s'aperçoit que, ils ont été posés là, comme ça, sans qu'on comprenne bien la mécanique. Alors, ils nous disent la croissance prévue par un certain nombre d'instituts était à 1,1% annoncée sur 2025. Très bien, 1,1%, ils reprennent le chiffre. Mais c'est 1,1%, comme l'a dit au Conseil aux finances publiques, comme l'ont fait remarquer un certain nombre d'acteurs, 1% sans compter les effets récessifs, les impacts récessifs des décisions prises par le gouvernement Barnier, qui sont évaluées entre moins 0,6 et moins 0,8%. S'il y a un impact récessif, forcément ça va avoir un impact aussi sur les recettes. Et de ce point de vue, on demande la vérité des comptes. Il est quand même tout à fait paradoxal de voir encore la semaine dernière une mission d'information au niveau du Sénat conduite par le rapporteur général Jean-François Husson qui nous dit on veut la vérité des chiffres, on veut la vérité des chiffres, et de se retrouver là, dans une situation où, avant même l'examen du projet de loi de finances, on sait que les chiffres qui sont dans le document sont fallacieux. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on puisse être responsable, je crois, les uns et les autres, pour débattre de quelque chose qui repose sur des éléments qui sont solides. Or là, on va rentrer dans du flou, dans du visqueux, dans des choses qui ne vont pas nous permettre effectivement d'avoir un débat sincère, j'allais même dire encore moins sincère que la situation dans laquelle on est rentré dans le budget, dans le débat budgétaire de 2024. Puisqu'on sait d'entrée de jeu que de toute façon, il faudra un projet de loi de finances rectificatif pour corriger les impacts de ces effets récessifs estimés à moins 0,6. Donc voilà, et ça va avoir parallèlement des effets extrêmement sévères, durs, rigides, notamment sur la casse de ce qu'est notre pays, de ce qu'ils le font, et notamment sur les collectivités territoriales. Non, mais l'insincérité que tu viens d'évoquer, en fait, on le retrouve également au niveau des collectivités territoriales. On veut faire 5 milliards d'économies des collectivités. Alors dans le dossier qu'on vous a joint, hein, vous avez finalement l'estimation que nous avons faite qui tourne plutôt sur finalement une baisse et des restrictions qui approchent plus les 10 milliards que les 5 milliards. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui dans une situation inédite au Sénat. Alors moi, je trouve qu'on est vraiment dans un moment de l'histoire de cette institution, où pour la première fois, en fait, le Sénat lâche les collectivités territoriales. Enfin, la majorité sénatoriale telle qu'elle tente, essaie de construire son budget. Il y a des propositions qui ont été mises sur la table, dont on a échangé dans la commission des finances, notamment sur le fonds de précaution, à essayer d'atténuer, en fait, plutôt de se focaliser sur les 450 plus grandes collectivités, et notamment les départements qui sont en très très grande difficulté, c'était d'essayer d'aplanir un peu la situation, enfin, sauf qu'ils n'arrivent pas du tout à trouver un compromis. La situation, elle est très complexe. Et dans ces 3 jours du Salon des maires, où on a dans les couloirs des élus locaux très remontés, enfin, on a tous été sollicités, interpellés par nos maires, on se retrouve dans une situation qui est du jamais vu. Et ce, dans un contexte de crise démocratique, avec 2026 qui arrive. On parle ici, à la délégation collectivité territoriale, de crise de vocation. On a aujourd'hui, en fait, alors que nous, écologistes, avons toujours défendu la pensée globale et agir local, nous pensons au contraire que sur ce budget, il faut absolument que l'on soit en capacité de pouvoir donner les moyens aux collectivités pour pouvoir agir, pour pouvoir préparer l'adaptation et la résilience de nos territoires. Alors, outre la perte sèche de budget, de DGF, gel de DVA, il y a surtout une perte de confiance, en fait. Quand on décide de transférer des compétences, voire de supprimer des impôts tels que la taxe d'habitation, et de la compenser au travers d'une fraction de TVA, pour qu'au final on nous explique qu'on va geler les dynamiques et puis finalement plafonner
le niveau de perception de TVA. Et en fait, on est en train et à la fois de perdre la dynamique et à la fois perdre la confiance des élus locaux. Dans un moment réellement de crise, sur lequel nous sommes convaincus que c'est sur les collectivités, c'est sur cette force vive incroyable que représentent les élus locaux qui sont les premiers à même de pouvoir apporter des réponses, parfois avec des bouts de ficelle, mais on l'a vu pendant le Covid, en fait, c'est quand même les collectivités qui ont été les plus ingénieuses et qui ont réussi, avant le quoi qu'il en coûte, à pouvoir répondre aux besoins des populations. Donc on a vraiment aujourd'hui une situation très critique avec un Sénat qui, alors qu'on l'attendait sur la question du PLF, enfin, je veux dire, tout le monde, tous les commentateurs disaient à quel point c'était le Sénat qui allait pouvoir peut-être sauver la situation, eh bien on lâche ce qui fait à la Chambre haute, on lâche nos collectivités. Mais évidemment, la mesure phare qui aujourd'hui fait consensus à gauche, c'est le retour de l'ISF, mais avec un volet climatique, c'est-à-dire qu'une contribution des plus hauts revenus, comme auparavant, en essayant d'en éviter les moyens d'éviction, et puis avec un malus pour les parties des patrimoines les plus élevés qui sont les plus contributeurs au réchauffement climatique. C'est ce qui aujourd'hui nous permettrait de ramener, on estime un rendement entre 10 et 15 milliards pour le budget de l'État en faisant contribuer les plus favorisés. Si je vous dis que c'est une mesure qui fait consensus à gauche, c'est parce que nous avons travaillé avec le Parti socialiste et le Parti communiste, enfin le groupe communiste, à faire front commun sur une dizaine de mesures, on en a listé 11 là dans le document, que nous avons déposé de manière identique pour montrer qu'un autre budget est possible. On avait déjà travaillé, vous savez que l'Assemblée des sénateurs avait travaillé aussi pour ce volet-là au sein du nouveau Front populaire à l'Assemblée. Nous en avons repris les mesures les plus consensuelles entre nous, parce qu'elles ne seront pas consensuelles dans l'hémicycle, on le sait, mais pour montrer qu'on pouvait faire autrement en corrigeant la dérive de la politique d'Emmanuel Macron ces 7 dernières années. Donc ça passe par l'ISF climatique, une taxe sur les super-profits, le retour de la contribution de la valeur ajoutée des entreprises, mais on y reviendra quand on parlera des collectivités, ainsi que le versement mobilité, les DMTO, et évidemment les mesures qui nous ont semblé dommageables, c'est-à-dire l'exit tax et les mesures Macron. Et notamment rendre la taxe sur les transactions financières plus efficace, c'est-à-dire aussi intégrer les transactions qui se passent dans la même journée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, vous avez là un bloc qui nous permettra de faire front commun pendant les débats, en sachant évidemment que la majorité maintenant sénatoriale et gouvernementale est confondue, qui sont tout aussi unis et sur le même bloc, et donc on a un retour du débat droite-gauche ici au Sénat qui se fera autour de ces amendements communs, sachant que nous avons déposé, il me semble, au total entre 150 et 200 amendements ce midi. On n'a pas encore totalement chiffré le nombre. Mais voilà, on veut aussi donner une lisibilité à ce que pourrait proposer la gauche si elle était en capacité de le faire. Ces amendements ne sont pas évidemment tous ceux qu'on aurait déposés en tant que gouvernement. C'est évidemment, puisque certains se croisent, on ne va pas taxer deux fois les revenus les plus élevés, mais c'est aussi pour montrer qu'on peut le faire de façon différente. Voilà en gros sur ce bloc de propositions communes, dont l'ISF climatique, mais nous avons 5 priorités bien identifiées des écologistes. Je te passe la parole sur la taxe Zuckman qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Oui, l'idée étant de vraiment démontrer le fait que, en fait, mener une politique d'austérité, enfin, mener ce budget récessif, en fait, n'apporterait pas, en tout cas, une porte de sortie aussi rapide qu'elle est estimée, d'autant plus d'aller chercher 60 milliards l'économie semble une hérésie, et en tout cas, encore une fois,
une fausse promesse, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas, on le sait, ça fait depuis des années et des années qu'on porte des budgets qui sont, et particulièrement auprès de l'Europe, qui ne sont absolument pas sincères. Nous, on vise plutôt de pouvoir travailler sur une atteinte de recettes de 30 milliards. Et donc, les propositions que nous faisons, il y a notamment la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, hein, c'est 2% sur les patrimoines les plus élevés, 1 milliard. Hein. Enfin, ça touche peu de personnes, hein. Ça touche moins de personnes que lorsqu'on touche des taux de TVA, par exemple. Enfin, c'est très focalisé, c'est 16 milliards. La taxe Zuckman, c'est 2% sur les patrimoines de plus de 1 milliard, et c'est 16 milliards. 16 milliards, c'est 2 fois plus, enfin quasiment, les économies finalement que l'on demande à faire aux collectivités territoriales. Donc c'est pour nous vraiment le message que l'on veut envoyer, sur lequel il y a aujourd'hui des scénarios alternatifs, et les efforts qui sont demandés, certes en facial aux collectivités, en fait elles vont se répercuter sur les gens, quoi. Enfin, sur les classes les plus modestes, mais également les classes intermédiaires. Enfin, il n'y a pas de sujet. Quand un maire ne peut pas boucler son budget, enfin, quand un département ne peut pas boucler son budget, c'est évidemment sur ses politiques publiques qui va les répercuter. Et je ne vois pas comment aujourd'hui les collectivités peuvent ne pas avoir à augmenter une fois encore le seul taux qu'ils peuvent encore augmenter, à savoir la taxe foncière. Et puis je vais enchaîner en fait aussi sur une proposition que nous proposons, qui démontre à la fois que oui, on peut agir parfois sur du niveau de TVA, typiquement sur la TVA des transports. Ça fait des années, on fait preuve énormément de constance, mais sur le transport en commun, nous demandons à ce que la TVA baisse à 5,5, et avec une alternative qui serait de pouvoir porter la TVA sur l'aérien, vol interne, à 20%. Et dans ce cadre-là, en fait, on est dans une compensation, voire même, selon les estimations, nous avons aujourd'hui sur ces deux taxes 480 millions, et nous pourrions arriver à 550 millions d'euros, soit un gain encore d'une centaine de millions. La démarche a été systématiquement comme ça lorsqu'on a élaboré nos propositions. Nous continuons encore à travailler sur les dépenses. Nous continuons surtout à travailler avec nos collègues pour faire en sorte qu'on puisse continuer à avoir un budget équilibré et sérieux, et vous en verrez le résultat au moment des discussions du PR. On veut nous faire passer pour des gens inconséquents qui seraient uniquement pour surtaxer les entreprises, etc., etc. Quand un impôt n'est pas forcément juste, il est bon aussi de remettre un peu de sens là où les choses ont été mal construites. Je veux parler de la surtaxe Barnier. La surtaxe Barnier, dans son effet, alors d'abord vous savez évidemment qu'il y a des grandes interrogations sur son impact budgétaire, puisque le gouvernement annonce 8 milliards, le rapporteur général de l'Assemblée nationale parlait de 7 milliards, d'autres estiment que ce serait 5,5 milliards. J'ai parlé d'insincérité budgétaire tout à l'heure, on pourra y revenir. Mais cette surtaxe Barnier, elle a pour principe de taxer les entreprises qui produisent en France et qui réalisent un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard, voire de plus de 3 milliards selon les taux en France. L'exemple type, c'est Safran, par exemple, qui est un fleuron industriel que chacun connaît. Eh bien, Safran va être mis assez fortement à contribution parce que Safran, évidemment, fournit des moteurs à Dassault, à Airbus. Donc, Safran vend pas mal en France. C'est normal que ces fleurons soient mis à contribution, mais ce qui n'est pas normal, c'est de voir des entreprises comme Total, des entreprises comme Michelin, qui échappent à cette surtaxe Barnier, alors même qu'ils font partie des entreprises, des fleurons nationaux, qui bénéficient de l'infrastructure de l'État, qui bénéficient de la puissance de l'État, notamment pour aller conquérir des marchés à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi, il se trouve que j'habite le Maine-et-Loire, et donc Michelin-Cholet, on sait ce qu'il en est, de voir Michelin qui ferme des usines pour aller transférer la production sur d'autres marchés pour, non pas, j'allais dire, améliorer ou en tout cas redevenir bénéficiaire, non, pour améliorer son taux de marge opérationnelle, eh bien Michelin ne
contribuent quasiment rien par rapport à ce qui est prévu. Donc nous, ce que nous proposons, c'est d'abaisser le taux de 2,5% ou les deux taux de 2,5% sur les entreprises qui jouent le jeu, qui produisent en France et qui vendent en France. Ça permettrait par exemple à EDF de dégager 30 millions d'euros d'économies, à Orange de générer 22 millions d'euros d'économies, Safran, etc., etc. Et par contre, effectivement, de faire en sorte que des entreprises comme Michelin ou comme Total, de les amener à contribuer aussi à l'effort de redressement des finances de notre pays. Ce sera un amendement Michelin Total, parce que ce sont deux fleurons. Voilà, il faut une équité, nous semble-t-il, à l'échelle de la contribution des uns et des autres. Et je le rappelle, l'OCDE propose d'avoir un impôt mondial pour tous les pays, sur un impôt sur les sociétés avec un taux de 25%. Ça permettrait d'éviter la compétition internationale. Aujourd'hui, on n'y est pas. Ce sera le sens de cet amendement. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis, autre mesure phare, évidemment, au moment où il va falloir réinterroger pour les années qui viennent la décentralisation, on ne peut pas, j'allais dire, ouvrir ces chantiers si dès ce budget, on n'est pas capable de réinscrire, de remettre du lien entre l'économie et les territoires. Si on veut aménager nos territoires justement pour permettre un bon développement économique, alors il faut revoir ce lien, faire en sorte que les salariés puissent se déplacer dans de bonnes conditions. Ça veut dire déplafonner le taux du versement mobilité. Vous le savez, c'est un vieux combat. Donc avec la proposition d'avoir plus 0,5 points partout en dehors de l'Île-de-France, puisque vous savez qu'en Île-de-France, les choses ont été revues. Le rétablissement progressif, évidemment, de la CVAE. Il y a toujours, vous savez que la CVAE a été divisée par deux. L'État continue de percevoir la CVAE, mais il n'y a aucun lien entre la CVAE et nos collectivités. Ce que nous proposons, évidemment, c'est de transférer cette CVAE sur les collectivités territoriales pour qu'il puisse effectivement y avoir ce lien et que les collectivités territoriales continuent de s'intéresser effectivement au développement économique. Et puis enfin, la situation des départements. Il se trouve que les assises des départements étaient la semaine dernière à Angers, dans mon département. Tout le monde, l'ensemble des départements de France ont demandé à revoir les droits de mutation. Il sera proposé deux amendements. Un amendement avec une hausse de 1 point qui permettra d'avoir 2,6 milliards de recettes en plus. Ça permettrait effectivement de sortir les départements de l'ornière. Alors on peut dire c'est beaucoup, il faut savoir raison garder. 1 point sur une maison à 200 000 euros, ce qui est globalement une moyenne dans le pays, ça fait 2 000 euros. Si on a une baisse des taux de 0,25%, de 25 points de base, on aura un différentiel qui sera beaucoup plus conséquent, c'est-à-dire que c'est complètement amortissable, cette proposition. Et ça ne va pas déconstruire le marché immobilier ou l'agresser le marché immobilier, comme on peut l'entendre de manière très idéologique ici et là. Donc voilà les 3 points qui nous paraissent possibles à mettre en place immédiatement pour reconnecter effectivement l'imposition locale aux politiques publiques de nos collectivités.